c'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui ici pour faire une petite présentation qui en fait est la suite logique d'une présentation très sommaire que j'avais faite dans le cadre du mois des Noirs, celui qui vient de passer, donc avec le GRAAL, donc le groupe de recherche sur les Afriques et l'Amérique latine. Donc je remercie beaucoup Charlie Mbala et ses collaborateurs qui m'avaient donné la possibilité de pouvoir intervenir dans ce cadre-là. Donc nous parlons de Cheikh Anta Diop. C'est une présentation qui ne sera pas très orthodoxe, on va dire. Que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte. Que tous les savants spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent, qu'on les avertisse 2 ans à l'avance, au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs qui, comme moi, peuvent lire les hiéroglyphes. Les autres, je n'en ai pas besoin, parce qu'ils ne peuvent rien apporter. Donc voilà une déclaration que Cheikh Anta Diop avait faite donc avant le colloque du Caire qui était un moment grandiose où il a pu exposer aux yeux du monde le fond de sa théorie. Alors Cheikh Anta était quelqu'un qui était une personne multidimensionnelle. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Il était un peu, en quelque sorte, obligé de faire comme cela. Parce que quand il a commencé à soulever ce contre-discours-là, que vous connaissez, il s'est heurté, bien sûr, à beaucoup de... C'était même dangereux pour lui de le faire. Et donc, déjà, le terrain dans lequel il se lançait était assez vide. Il n'y avait pas beaucoup de recherches sur ce plan. Cheikh Anta le dit lui-même, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le peu de chercheurs qui avaient une certaine renommée, une certaine expérience, ne voulaient pas sacrifier leur carrière pour cela. Donc beaucoup ont décliné, ne voulaient pas s'associer avec lui. Ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, il y avait beaucoup parmi certains chercheurs qui risquaient, qui n'étaient pas, comme disait Cheikh Anta, des scientifiques de bonne foi, qui étaient capables, en entrant dans le processus de recherche de Cheikh Anta Diop, se voir reléguer des parties d'une recherche qu'ils seront capables de corrompre afin de fournir des résultats différents. Pour toutes ces raisons, Cheikh s'est retrouvé obligé, avec quelques fidèles collaborateurs, de faire ce travail-là, du début à la fin, afin d'en assurer l'intégrité, afin d'en assurer donc l'authenticité. Voilà comment Cheikh Anta Diop est devenu donc anthropologue, historien, mathématicien, philosophe, linguiste, anthropologue, chimiste. Et puis, certains vont dire politicien. Mais Cheikh Anta ne dirait pas cela. Cheikh Anta ne dirait pas qu'il est politicien. Parce que dire politicien ou en politique, c'est un peu, disons, rentrer dans le jeu de la politique telle qu'on la connaît en Afrique aujourd'hui. On aurait pu dire, à la limite, qu'il était chef de parti politique, oui. Parce que pour Cheikh Anta Diop, quand vous prenez le temps de faire la recherche qu'il a faite, quand vous prenez le temps de réunir les preuves qu'il a pu réunir, et vous finissez avec un plan ficelé avec des preuves bien palpables, avec une certitude mathématique, la logique voudrait que la suite est tout simple. On se lève et on agit. On se lève, on se donne les moyens de le pratiquer. Si c'est ça qu'on appelle être politicien, alors Cheikh Anta est bien politicien. Voilà. Jane Carroll disait, je le cite, en gros que Diop semblait avoir réussi une enviable harmonie entre énergie physique, spirituelle et intellectuelle. C'est absolument fou de voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qui sont soulevées dans le monde. Des idées que
qu'on n'ose pas défendre au grand jour, au risque de perdre sa carrière. Mais lui, c'est juste normal. J'ai mis en place ceci, c'est arrivé, il faut qu'on le fasse. C'est comme Mohamed Ali quand il a découvert quand il s'est convaincu que la guerre au Vietnam était une mauvaise chose. Il a dit non, peu importe les conséquences qui auraient pu être fatales pour lui, et il a dit non. Donc c'est comme Leslie Martin, celui qui, après avoir lu, le jeune garçon qui, après avoir lu le livre autobiographique de Rubin Hurricane Carter sur sa vie, le 16e round, a dit, dès qu'il a fini le livre, il a dit il faut qu'on le libère. Et il a commencé, il a mobilisé le monde autour de lui pour qu'il le fasse. Et lui-même, il s'est engagé dans des études de droit pour, au cas où ces gens-là n'y arrivaient pas, qu'il puisse le faire lui-même. Donc ici, c'est comme si on remonte jusqu'en Égypte, parce qu'on parle de l'Égypte aujourd'hui, Moïse, le prince d'Égypte, quand il a réalisé qu'effectivement, il n'était pas de sang royal, et qu'en plus, le peuple qui était dominé, martyrisé devant ses yeux, était un peuple qui avait le même sang que lui, il ne pouvait plus prétendre, il ne pouvait plus continuer à prétendre à vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Il a décidé de changer de vie, de prendre ses responsabilités, peu importe ce que cela pouvait lui coûter. Voilà donc cette démarche-là. Voilà cette synergie entre le savoir, l'intelligence et l'action qu'on retrouve chez Cheikh Anta Diop et qui est très enviable. Et donc c'est un appel à nous tous afin qu'on arrive à faire ce qu'il a fait. En fait, Cheikh Anta, si on regarde son histoire, c'est très simple. C'est un jeune garçon qui, à l'école, sentait que ce qu'on lui disait de son histoire ne lui convenait pas, tout simplement. Le miroir qu'on lui montrait de lui-même ne lui convenait pas. Un individu ne peut se développer sans connaître le socle sur lequel il est debout. On lui disait que ses ancêtres étaient les Gaulois. Quand il se voyait lui, et quand il voyait le prototype du Gaulois, il se disait qu'il n'y a pas photo. Ça, c'est la première chose, ça ne fonctionnait pas. On lui disait que les peuples africains étaient des colons, tout comme les Occidentaux qui sont venus en Afrique. Que les peuples originaires, les peuples autochtones de l'Afrique sont les peuples comme les Aka et les Effets, ces peuples-là qui sont de courte taille et qui habitent aujourd'hui dans la forêt équatoriale. On leur faisait croire que ce sont ces peuples-là qui étaient les peuples autochtones et que nous venons d'Océanie, venons d'ailleurs et nous les avons envahis et c'est nous qui les avons cantonnés dans ces forêts-là. Pour lui, ça ne fonctionnait pas. On lui avait dit que au-delà de 4 siècles, c'est la nuit noire. Avant cela, l'histoire de l'Afrique était suspendue en l'air. Il n'arrivait pas à... Ça ne fonctionnait pas en lui. C'est la seule raison pour laquelle il s'est levé. Et il voulait chercher quelque chose qui puisse lui montrer le socle sur lequel il est debout, afin qu'il puisse avancer. Il ne cherchait que cela, rien d'autre. Il aurait pu tomber sur une histoire très simple, très basique de l'Afrique, et puis qu'il se dise, ok, voici mon point de départ. Mais il a trouvé quelque chose de magnifique, dont on n'aurait même pas besoin. Parce qu'en tant que peuple, il y a des peuples qui n'ont pas d'histoire aujourd'hui aussi, disons, magnifique que le peuple égyptien, mais qui aujourd'hui ont réussi quelque chose de grand. On aurait pu se suffire de beaucoup moins, mais au moins que ce soit quelque chose de vrai. Et le fait d'avoir découvert que l'Égypte était noire ne doit pas être présenté être vu comme une histoire que nous admirons de manière béate. Non, ça doit être une preuve qui montre que ici, voici quelque chose que nous avons réussi à faire dans le passé. Raison de plus, on est capable de le faire. Quand il a eu son doctorat, il a quitté la France pour venir en Afrique afin de commencer. Et donc là, il s'est heurté à
à Senghor. Ça, c'est une des choses que je lui reproche. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'Afrique. Parce que quand Diop est venu pour essayer de réaliser ses rêves, Senghor Senghor suivait les consignes de la France. Et puis, il a bloqué la route de toutes les manières possibles. Et Diop avait de la chance. Diop, malgré tous les obstacles qu'il a vécu, il avait de la chance. Parce que avant Diop, il y avait un autre qui s'appelait Mamadou Dia, qui avait les mêmes idées que Diop sans avoir les outils que Diop avait. Et lui, comme il n'avait pas l'aura, l'éthos que Diop a pu se construire à l'extérieur, lui, il s'est tout simplement fait jeter et oublier dans les cachots. Pendant plus d'une dizaine d'années, il en est sorti aveugle, avec la perte de ses yeux. Diop, malgré tous les coups bas, tous les obstacles qu'on lui présentait, on y mettait une forme juridique parce que justement, il avait commencé, Diop, à se donner un ethos mondial. Un icône de cette taille ne pouvait être jeté dans les cachots comme on avait fait avec Dia. Voilà la chance, voilà ce qui a permis à Diop de pouvoir s'en sortir. Alors ici, si on essaie de regarder un peu entre Diop et Diop, Césaire, Senghor. En fait, il faut dire que Senghor était le type idéaliste qui ne pense pas aux outils pour réaliser son rêve. C'était un idéaliste philosophe, si on veut, qui caressait un futur beau, mais qui ne se donnait pas, qui ne se voyait pas l'artisan qui un jour allait pouvoir réaliser cela. C'est un littéraire. Senghor est un littéraire, Diop est un linguiste. Le littéraire, c'est quelqu'un qui conduit sa voiture sans se poser de questions. La voiture fonctionne, elle fonctionne. Le linguiste, c'est quelqu'un qui conduit une voiture et qui réfléchit à comment la voiture marche. De sorte que je puisse, si la voiture ne marche pas, que je puisse la reconstruire. Ou bien si la personne qui me donne la voiture ne me le donne plus, que je puisse me donner les moyens de construire quelque chose qui ressemble à ça. Donc Senghor, c'était un idéaliste tout simplement qui se disait on n'a pas les moyens de réaliser notre liberté. Et même quand il voit un Mamadou Dia, quand il voit un Cheikh Anta Diop, disons, qui lui dit on est capable de le faire, voici comment, il dit non. C'est pourquoi Césaire est plus proche de Cheikh Anta Diop que de Senghor, parce que Césaire se cantonnait dans le texte parce qu'il n'avait pas les outils que Diop avait. Vous voyez? Donc, parce qu'il n'avait pas les outils que Diop avait. Et on sentait dans le texte, dans la littérature de Césaire, on sentait cette hargne de sortir de ce carcan-là. Alors que dans les textes de Diop, de Senghor, on était dans un lyrisme poétique plat. Alors ici, c'est la raison pour laquelle quand Aimé Césaire a eu l'ouvrage de Nationec et Culture de Cheikh Anta Diop, il a dit que c'est le livre le plus audacieux qu'un nègre n'ait jamais écrit. Parce que justement, ce livre c'était la touche scientifique qui manquait à l'aspect poétique et littéraire qu'ils avaient. Cheikh Anta Diop lui-même dit que l'âme de l'Afrique a été volée et ne pouvait être récupérée que par une approche scientifique. Alors ici, au moment de faire cette présentation-là, je suis en train de lire un ouvrage, c'est un dernier ouvrage à ma connaissance sur Cheikh Anta Diop, donc c'est Cheikh Anta Diop par lui-même, itinéraire, pensée, confidence, opinion et combat. Donc texte rassemblé, traduit et annoté par Khadim Ndiaye, un collègue qui est à Montréal, et qui est un livre extraordinaire parce qu'il nous montre Diop dans sa manière de penser, dans sa manière d'évoluer. Donc, avant, on voyait l'extérieur, cette fois-ci, c'est plus l'intérieur. Donc c'est un élément assez important. Au moment de faire cette présentation-ci, à la demande de Charlie Mbala, j'en étais à la page 98. Et donc, j'ai pris juste quelques extraits dont je parle ici. Alors, donc ici,
ce que je peux dire ici, c'est l'appel, Job qui fait un appel à la science. Un appel à la science. Il dit que la théorie, la philosophie, la poésie, la littérature, ça fait beaucoup de bruit, c'est beau, mais au bout du compte, l'histoire ne retiendra que la science. Ce qui va rester, c'est la science. Mais quand je parle de la science, je ne parle pas des mathématiques seulement. Bien sûr, si on peut, tant mieux. Mais la science, c'est une réflexion soutenue par une méthodologie solide. C'est ça qu'on appelle la science. C'est pourquoi vous avez la science dure, mais vous avez les sciences du langage. Donc c'est ça qu'on appelle science. Il dit armez-vous de science jusqu'aux dents. Il nous parle des langues africaines parce que c'est un linguiste. Mais lui, sa manière de voir la langue, c'est pas comme Senghor. Je viens de l'expliquer. Donc il nous explique que la libération de toutes les énergies créatrices des peuples africains et du peuple sénégalais passe par l'utilisation des langues nationales. Et ceci nous ramène à ce qu'avait dit, disons, Nelson Mandela, un autre grand d'Afrique, qui disait que quand vous parlez à quelqu'un dans une langue étrangère, cela va dans sa tête. Quand vous lui parlez dans une langue maternelle, cela va dans son cœur. Vous voyez? Ici, cela veut dire que la réception d'une langue qu'on ne maîtrise pas assez, ça vient du côté droit, parce qu'on le reçoit par réflexion. Et la réception d'une langue qui est pour nous maternelle se fait du côté gauche, parce que c'est de l'instinct. C'est ça que Nelson Mandela associé au cœur. Et plus c'est de l'instinct, plus ça touche le cœur, plus le ressenti est là. Et la motivation qui nous manque, justement, est là, parce que les idées, comme on disait, les idées politiques, tout est là, il manquait la volonté. Donc les langues nationales ici, c'est une clé pour réussir à motiver ces peuples, pour réussir à ce que les peuples se sentent concernés. La seconde chose que l'utilisation des langues maternelles fait, selon ici, cher Antonio, c'est de libérer le peuple du poids du pédantisme creux. Parce que la langue, qu'on le veuille ou non, quand elle arrive, la langue, c'est un outil de fonction, mais c'est un outil d'identité aussi. La langue arrive avec son histoire. La langue française, quoi qu'on puisse dire, il vient avec l'histoire selon laquelle cette langue-là nous a été imposée. C'est l'élite. Et quand on l'enlève, on vient d'enlever la barrière qui sépare le peuple des élites. Et pour finir, il nous dit que nos langues nationales, on nous a fait croire que nos langues nationales ne sont pas assez fournies pour parler de politique. Mais ça, c'est méconnaître notre histoire. C'est méconnaître notre histoire. Mais aussi, ce qu'on peut dire ici, c'est que quand on parle d'une politique qui exprime nos réalités locales, nos langues sont capables de les nommer. Parce que dans chaque société, une langue qui est valide est capable de nommer les réalités qui sont là-bas. Mais si vous prenez une politique ailleurs, vous prenez le principe et vous copiez tout ailleurs pour venir l'imposer ici, ça pose problème. Un esprit politique peut venir de partout. La science n'a pas de frontières. Mais une fois que ce savoir est là, il faut l'intelligence qu'il faut. L'intelligence qu'on utilise pour pouvoir l'adapter à nos valeurs, à nos principes. Et puis, quand on l'adapte à nos valeurs et à nos principes, ensuite, on a l'énergie qu'il faut pour l'appliquer. Que ce soit ici, et que ce soit pour la religion, c'est la même chose. Et là, j'en profite pour prendre une seconde pour parler à ceux qui se réclament du mouvement kémite, pour leur dire, encore une fois, peut-être que certains ne le savaient pas, peut-être que certains vont être outrés ou choqués par ce que je vais dire, mais cher Antonio est bel et bien musulman. Il dit que l'Afrique a connu plus de 2000 ans de domination à degrés divers. Après donc pour l'Égypte, il a été colonisé par les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains et les Arabes. Donc l'islam et le christianisme, de même que le judaïsme, sont des langues de colonisation. Je suis d'accord. Mais c'est pas parce que c'est une religion qui vient d'ailleurs. Elle doit être adaptée parce que la religion est par essence universelle. On la prend, on
prendre la raison et la réflexion, pour enlever de la religion ce qui est la culture de l'autre, pour garder l'essence universelle, disons, de la religion, et on l'applique, on l'associe, on l'adapte à nos valeurs et à nos cultures pour faire de ça une nouvelle chose. Il n'est pas question de tout jeter. Quoi qu'il en soit, Cheikh Anta est bel et bien musulman. Et d'ailleurs, cette question, les Sénégalais ne se le posent même pas, puisqu'il est originaire de l'une des familles qui est à l'origine de la seule confrérie religieuse entièrement née et conçue en Afrique noire, qui est le mouridisme. Voilà, donc là, je tenais par honnêteté intellectuelle, comme savant de bonne foi, à le dire, parce que Cheikh Anta Diop, c'est ça aussi qu'il nous demande. Ce qui est fort dans la présentation, dans le raisonnement de Cheikh Anta, c'est que son texte est énorme, son texte est grand, son texte est global. C'est pas seulement un morceau d'analyse, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'éléments. Alors, il a touché la sociologie. Je ne m'y connais pas, donc je ne m'y avance pas. Il a touché les mathématiques, ce n'est pas mon domaine non plus, ce n'est pas ma tasse de thé. Il a touché, la chimie, je ne m'y connais pas, mais je vais juste, parce que c'est un élément important. Donc il a montré, parce que c'est un chimiste, il a participé à mettre en place des éléments de datation et puis de détermination qui ont permis d'estimer le taux de mélanine qui se trouvait dans la peau des momies qu'il a pu étudier pour montrer que ce taux de mélanine-là ne pouvait pas se trouver dans la peau de quelqu'un qui était blanc. Donc, mais après ces éléments, donc, il a apporté des preuves en anthropologie, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas mon domaine. Il a parlé d'histoire et de linguistique aussi. Ces deux-là, je peux en parler. Pour l'histoire, je ne suis pas historien, mais l'histoire est assez accessible. Donc, il a dans ses preuves montré que beaucoup de savants dans l'Antiquité qui sont venus en Égypte ont prouvé dans leurs textes, ont décrit dans leurs textes un type qui était un type africain. Alors, pour établir un lien linguistique, il faut que les mots dont il est question aient une similitude, un parallélisme de forme. Il faut qu'il y ait un parallélisme de sens et il faut qu'il y ait, disons, un nombre conséquent, un corpus conséquent de mots en jeu, et il faut que l'histoire nous montre qu'il a pu y exister un lien entre ces peuples-là. Je vais juste prendre l'exemple du Ptah, donc qui est une divinité égyptienne, donc ça s'appelle, c'est P-T-A-H de l'égyptien ancien, qui désignait une divinité souvent représentée avec une tête de faucon. Alors, en Wolof, nous avons le mot Ptah. Alors, Ptah, c'est P et T, deux lettres, deux consonnes, et puis par l'évolution dans les langues Wolof, on ne peut pas avoir deux consonnes non nasales qui commencent un mot. Je ne parle pas de nde, me ou nge, donc ça c'est une consonne nasale, ou bien une consonne prénasale. Je parle de deux consonnes orales, c'est-à-dire non nasales. Donc, puisque là-bas, en égyptien ancien, nous avons le P et T qui sont ensemble, qui commencent le mot. Ici, ça ne fonctionne plus dans la langue Wolof. Le P va être séparé. Ça sépare comment? Le P et le T vont être séparés. Pour les séparer, on va insérer une voyelle entre les deux. Ça, c'est la première chose qui arrive. Ensuite, le H. Aujourd'hui, si on arrive en arabe classique, nous avons trois sortes de H. Nous avons le H, nous avons le A et nous avons le Ha. Trois sortes. Alors que dans le Wolof, l'évolution, c'est le même son qui se passe au même endroit dans la gorge. La langue Wolof n'a plus le H, n'a pas de H du tout, mais il y a une évolution et nous avons ce qu'on appelle le H. Le H et le H, on voit qu'il y a une similitude au niveau du mode d'articulation. Donc, le H de Ptah est devenu H en Wolof. Voilà comment Ptah est devenu Pitah, ou bien voilà comment Pitah est devenu Ptah. Donc, on voit une similitude dans la forme du mot formel. Maintenant, je vous parle d'une similitude sur le plan du sens, parce que le mot Pitah, qui veut dire oiseau, un grand oiseau en Wolof,
la divinité égyptienne Ta est souvent représentée avec une tête de faucon. Donc ici, on retrouve la similitude sur le plan du sens. Et après, il reste une similitude historique, c'est-à-dire prouver ce que Cheikh Anta Diop a pu faire donc sur le plan historique, comment des peuples nomades se sont retrouvés du climat, comment il a été possible que ces peuples se retrouvent entre eux. Donc voici juste un exemple. Un autre exemple, c'est tout simplement le mot kémite qui désignait l'Égypte. Donc en Wolof, nous avons le mot khëm ou bien le mot khemit. Ici, donc khëm qui veut dire quelque chose qui est carbonisé. Le que et le khe, c'est le même point d'articulation. C'est juste le mode qui a changé. Une occlusion avec le que, une non-occlusion avec le khe. C'est ça qui change. Le reste, c'est la même chose. Donc la forme, elle concorde. Le sens, noir ici et noir là-bas, ça concorde. Et puis d'autres éléments historiques. Et Diop est venu, il a apporté des éléments anthropologiques, des éléments chimiques, des éléments historiques, philosophiques. Voilà donc l'ensemble, disons, de l'œuvre de Cheikh Anta. Et Cheikh Anta, quand il a réussi à faire ça, il s'est dit, peu importe ce que cela va me coûter, je vais le faire réaliser. Et c'est cela, cet appel-là. Cheikh Anta, c'est ça qu'il doit représenter. Donc moi, je le vois différemment. Je le vois différemment parce que Cheikh Anta est né dans la même région que moi. Il a vécu dans un quartier voisin de mon quartier. Donc je me suis dit, j'ai été dans les écoles similaires à là où il a été. J'ai foulé le même sol que lui, le même sable que lui. Peut-être que là où une pointe m'a un jour percé la plante du pied, un jour, une pierre au même endroit lui a tordu l'orteil. Pourquoi pas moi? Et le mot Anta, en arabe, il veut dire toi. Wa ant. Donc si on dit Wa ant, ça veut dire et toi. Quand c'est un homme, on dit Anta, une femme Anti. Et si on dit Ant, c'est l'ensemble. Donc dans mon esprit, et ça devrait être dans l'esprit de tout Africain, la vie de Cheikh Anta est une offrande pour nous. Et il est en train de nous dire, j'ai fait ce que je devais faire. Wa ant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, afin qu'on essaie, on est en train d'essayer, on est en train de faire ce qu'il ne faisait pas, qu'il commence à faire. Et ce qui faisait quelque chose et qui ça porte ses fruits parce que l'Afrique bouge, qu'on continue de chercher comment faire différemment afin que les pensées éparses ailleurs puissent se retrouver dans les sommets et qu'on puisse apporter un changement à cette Afrique-là. Donc je vais finir parce que Diop, dès qu'il a fini sa thèse, il est retourné dans son pays. Et cela me rappelle une histoire qu'on nous raconte à nous les enfants. On a demandé à une mère africaine, c'est une image, lequel de vos enfants vous préférez? Et la mère a dit qu'elle préférait l'enfant qui était malade jusqu'à ce qu'il devienne guéri. Elle a dit qu'elle préférait l'enfant qui était petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Elle a dit qu'elle préférait l'enfant qui était loin jusqu'à ce qu'il revienne. Quand on dit loin jusqu'à ce qu'il revienne, dans mon esprit, ça parle à la diaspora. Mais la diaspora, c'est pas seulement un retour physique, ça peut être un retour mental. Quelqu'un peut revenir physiquement et être absent mentalement. Vous voyez, donc ça, c'est des manières de faire qui sont différentes. Quand la mère disait l'enfant qui est petit jusqu'à ce qu'il devienne grand, c'est-à-dire cette force, les envies que nous avons, qu'on ait le courage physique de pouvoir s'imposer pour le montrer au monde. Quand cette mère disait l'enfant qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse, ce sont les personnes qui sont là, mais dont les esprits sont colonisés et qui sont en train de penser avec la tête de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'ils guérissent et qu'ils commencent à penser par eux-mêmes. Donc, quand on parle de l'histoire de Cheikh Anta Diop, c'est surtout ça qu'il faut retenir de son histoire. C'est surtout ça qu'il faut retenir de le parcours de cet homme qui est vu par certains comme un mythe déjà, alors que s'il avait vécu jusqu'à présent, il aurait eu juste 100 ans. Voilà. Donc,
Merci beaucoup et puis on espère que cette présentation-là puisse nous remotiver et qu'il puisse nous accompagner dans les luttes que partout un peu en Afrique en ce moment on est en train de vivre. Et puis je vous demande donc d'adresser une pensée et un soutien particulièrement au peuple sénégalais qui est en train de vivre des moments assez difficiles, mais aussi qui compte tirer son épingle du jeu et puis jouer un rôle important à côté du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Tchad et de tous les peuples africains qui, disons, qui souhaitent la liberté et effectivement pour que, comme disait Cheikh Anta Diop, faire de sorte que l'Afrique cesse d'être une population et qu'il devienne un peuple. Merci beaucoup.